Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de la séquence de modélisation des actions mécaniques. Dans cette vidéo, je vais expliquer les notions de modèles locaux et globaux. Donc en fait, chaque action mécanique globale résulte d'un ensemble d'actions mécaniques élémentaires. Donc par exemple, si je veux l'illustrer ici, si on a un solide qui est soumis à un champ de pesanteur, par exemple, on peut imaginer que à chacun des points de ce solide, on va appliquer un petit effort dû à la gravité. Et la somme de l'ensemble de ces efforts va pouvoir nous donner, par exemple, une résultante globale du champ de pesanteur. Donc en fait, il est possible de définir en tout point M d'un solide une action mécanique élémentaire qui s'exerce sur une surface infinitésimale ou un volume infinitésimal. Donc généralement, les surfaces, c'est pour les actions de contact, et les volumes, c'est pour les actions à distance. Donc par exemple, là, dans le cas de ce solide soumis à un champ de pesanteur, on va imaginer un petit volume dans lequel on va avoir un point M, par exemple, et un effort élémentaire. Donc on va devoir définir ce volume infinitésimal, la direction de cet effort, la norme de cet effort, etc. Donc cette action mécanique élémentaire, elle est toujours caractérisée par un point d'application, ici M, sa direction, qui va dépendre soit du champ d'action volumique, soit de l'action surfacique, un sens et une intensité en newton, toujours. Donc ici, on va définir un peu plus précisément qu'est-ce qu'une action mécanique élémentaire. Donc par exemple, tout d'abord, dans le cas d'une action mécanique de contact, donc une action mécanique élémentaire s'écrit sous cette forme-là. C'est un vecteur qui sera en newton. Ensuite, donc, ce vecteur est égal tout d'abord à une densité surfacique d'effort. Donc ici, ce terme sera en newton par mètre carré, multiplié par un vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire, il va nous donner le sens et la direction de l'action élémentaire. Et enfin, une surface élémentaire. Donc par exemple, dans un cas assez simple, d'un solide qui serait à la surface de l'eau, il faut bien comprendre que le vecteur unitaire, il est toujours normal à la surface. Donc par exemple, là, c'est ce qui caractériserait la pression de l'eau. Donc là, on aurait un vecteur qui serait variable, en quelque sorte. Donc là, dans le cas de la pression de l'eau, on aurait par exemple Fm qui serait égal à une pression. Et une pression, c'est bien un effort sur une surface. Et le petit élément de surface va dépendre de la géométrie de notre solide. Pour une action mécanique à distance, cette fois-ci, donc dF est toujours en newton, sauf que le Fm est une densité volumique d'effort en newton par mètre cube, et derrière on a un volume élémentaire qui sera bien sûr en mètre cube. Et là, U définit toujours la direction et le sens de notre action élémentaire, mais ça va plus être normal à une surface, ça n'a plus de sens ici, ça va plutôt dépendre du champ dans lequel est soumis le solide. Donc par exemple dans le même cas ici, si on parle de gravité, là cette fois-ci, on aura plutôt des flèches qui seront toutes dirigées vers le bas. Donc on aurait par exemple un UM qui serait égal à moins Z, par exemple, si on avait un vecteur Z qui serait défini comme ça. Et ici, Fm, ça serait ce qu'on appelle un poids volumique. Donc là, le Fm, ça serait ρ fois G. Toujours faire une analyse dimensionnelle, hein, pour bien essayer de comprendre, pour bien essayer de voir si on ne s'est pas trompé dans la densité surfacique ou volumique d'effort. Et en fait, l'ensemble de ces actions mécaniques élémentaires va constituer un champ de force volumique ou surfacique. Je précise que parfois, dans des cas très théoriques, on peut avoir des actions élémentaires qui s'appliquent sur une ligne ou même sur un point. Donc dans ce cas-là, on aurait une densité linéique d'effort. Et sur un point, bah là, l'action élémentaire est tout simplement tout de suite une action globale. On va maintenant voir la notion de moment élémentaire, donc c'est assez simple en fait. Chaque effort élémentaire qui s'applique en un point, on va pouvoir observer un moment élémentaire en un autre point. Donc on écrit tout simplement comme on a vu dans le cours précédent, le moment élémentaire, ça va être un vecteur, donc ici on a A
le point d'observation, et M, c'est le point d'application de l'effort. Donc il faut bien comprendre ici que M va être variable alors que A va être fixe. Et derrière, on retrouve l'effort élémentaire en M. Donc ici, c'était pour une action mécanique de contact, et bien sûr, on a le même raisonnement pour une action mécanique à distance. Sauf qu'ici, on a une action élémentaire qui s'applique sur un volume. Donc il faut bien faire attention au fait que l'effort élémentaire est appliqué en M qui sera variable, qui va parcourir toute la surface ou tout le volume, en tout cas tout le domaine, et qui va créer chacune de ces actions élémentaires vont créer un moment que l'on observera à un autre point, un point A par exemple. Généralement, on choisira un point assez simple, ça peut être le centre du repère O, ou ça peut être un centre de gravité s'il est connu. Donc, une fois qu'on a défini les actions élémentaires, on peut en déduire la résultante globale et plus tard le moment global. Donc la résultante globale, c'est tout simplement l'intégrale de notre action élémentaire. Donc ici j'ai mis un oméga pour aller un peu plus vite, mais en fait oméga c'est soit une surface, soit un volume, et même parfois une ligne. D'accord? Donc si on a un volume, par exemple, ça serait une triple intégrale. Par exemple, le volume d'un parallélépipède, ça serait intégré sur x entre deux bornes, puis sur y entre deux bornes, puis sur z entre deux bornes. Concernant le moment global, c'est le même principe. On va intégrer le moment élémentaire. Et donc on a tout simplement l'intégrale de AM vectorielle, l'action élémentaire. Ici, il faut faire attention à ne pas écrire ça. Donc là, il faut éviter de, par exemple, calculer la résultante et de se dire qu'après, le moment global, ça va tout simplement être l'intégrale de AM vectorielle, la résultante. Non. Dans certains cas, c'est vrai, mais il faut bien faire gaffe ici, puisque normalement, à l'intérieur de ce terme-là, on doit avoir des M qui sont variables, et on a aussi un M ici. Donc il faut vraiment calculer l'ensemble de ce produit vectoriel avant de calculer l'intégrale. Donc si on résume, comme on a pu le voir dans le cours précédent, on peut exprimer le torseur qui reprend la résultante et le moment qu'on a calculé précédemment. Donc quelques remarques sur ces torseurs d'action mécanique. Pour changer de point de torseur, c'est exactement comme on faisait par exemple pour un torseur cinématique. Donc par exemple, si on veut exprimer un moment en B et qu'on connaît le moment en A, on va avoir le moment en B d'un solide 2 sur un solide 1, par exemple, ou de la pesanteur sur un solide S, qui sera égal au moment en A de 2 sur 1, plus BA vectoriel, la résultante de 2 sur 1. Donc là, on voit bien que ça doit faire BA, BAR, Babar. Mais ne jamais dire relation de Babar, hein. Toujours relation de Varignon. Les propriétés, après, sont les mêmes que pour les torseurs cinématiques. Et j'ai mis une annexe en description de la vidéo si besoin. Donc quelques autres remarques concernant ces torseurs. On peut parfois parler de torseur glisseur quand on a un torseur qui se met sous cette forme-là, avec un couple qui est nul en un point. J'insiste bien sur le fait que ce couple est nul en un point, pas forcément en tous les points. Il est même parfois demandé de mettre un torseur sous forme d'un glisseur, mais ce n'est pas toujours possible. On va voir qu'un torseur glisseur est assez pratique plus tard dans les calculs de statique. On peut aussi parler de torseur couple. Le torseur couple, c'est tout simplement l'inverse, c'est quand la résultante est nulle et qu'on a un moment. La particularité de ce torseur qu'on va pouvoir voir, c'est que par exemple, si je veux calculer le moment en B de ce torseur, on va écrire moment en A, plus BA vectoriel la résultante. Mais là, ce qu'on va voir, c'est que cette résultante est nulle, donc on va avoir le moment en B qui est égal au moment A. Et en fait, les moments seront tous les mêmes en tout point. Donc ce torseur couple, il est indépendant du point d'écriture. Donc très pratique plus tard pour pouvoir déplacer ce torseur. Donc j'ai fini cette partie sur les notions de modèle global
et modèle local. Et dans la prochaine vidéo, je vais faire un exemple assez simple de passage local-global sur une géométrie simple et un champ simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine.